Samuel Violin, inspecteur général, doyen de l'inspection générale STI, qui va nous donner la vision de l'inspection générale concernant l'évolution de notre discipline. Je ne vais pas vous faire courir, ça y est, j'ai un micro. Voilà, je vais m'exprimer. Bonjour à tous. Moi, je vais m'exprimer sans PowerPoint, c'est un petit effort. Bon, peut-être que vous y verrez ma docilité à répondre aux injonctions du ministre, à s'exprimer bien à l'oral et sans support visuel. Évidemment, c'est plaisanterie. Tout d'abord, je voudrais remercier Sébastien pour son invitation au nom de l'UPSTI. Je suis très heureux de m'exprimer devant vous en qualité de doyen. Ça s'inscrit vraiment dans la vision que je souhaite des relations entre l'inspection générale et les associations, une vision de relations de travail, de relations positives et évidemment de relations les plus efficaces possibles. Dans mon exposé, je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est ce que j'avais demandé, hein, vous m'inquiétez un peu. Dans un premier temps, mon exposé, j'aborderai des questions un peu techniques, qui sont des questions de ressources humaines. Et je vais attendre que vous ayez terminé parce que je sens que tout le monde regarde l'écran. Pas de présentation. Le pouvoir de l'image, hein. Oui, donc si vous voulez bien, c'est assez traditionnel. J'aborderai, bon, en qualité de doyen de groupe, un certain nombre. Ah ben, j'aurais dû attendre Laurent. Je disais que j'étais très heureux de m'exprimer devant l'Assemblée, et notamment que ça s'inscrivait dans la vision que j'avais des relations que nous avons avec les associations de professeurs, dans des relations constructives et positives. Bon, mon propos s'articulera sur un aspect de points sur les ressources humaines, puis un aspect peut-être plus pédagogique sur l'évolution de nos disciplines, sur l'évolution des chantiers que nous avons et qui sont extrêmement nombreux actuellement. Et je ne doute pas que nous aurons de nombreuses questions et de nombreux échanges à ce sujet. Sur les ressources humaines, la première question, c'est la question de l'affectation en CPGE et du mouvement. Cette année, nous avons eu un petit mouvement. Quand je dis un petit mouvement, il est relatif, hein. Nous avons eu 23 chaînes pour 48 mutations, dont 19 néo. Donc il y a quand même un renouvellement, mais c'est assez comparable au mouvement de l'an passé, où si ma mémoire... Enfin, la proportion de néo, le mouvement, lui, est plus faible cette année. Mais alors là, il faut bien se garder de quelconque projection sur ce qui pourrait se passer l'année prochaine. Le mouvement CPGE est relativement imprévisible parce que ça dépend de la volonté que vous avez les uns et les autres de changer d'académie ou de changer d'endroit, de changer de lycée. C'est bien naturel, mais ce n'est pas forcément prévisible. Les seules prévisions que nous pouvons avoir, et encore c'est ténu, c'est la pyramide des âges, avec le départ à la retraite. Mais là, encore une fois, vous avez une large latitude pour sauter du moment, je m'adresse aux plus anciens d'entre vous, pour décider du moment où vous allez partir. Bon, on observe donc toujours quand même une sorte de difficulté pour nous à recruter, il faut le dire, hein. On a un vivier de professeurs de classe préparatoire qui tente à s'amincir, avec une inquiétude, qui est une inquiétude du doyen, où on risque de voir à terme un glissement des plus compétents d'entre vous, et vous l'êtes, hein, c'est pas démagogique de le dire, vous le savez, d'un glissement du pré-baccalauréat vers les classes préparatoires, et c'est bien normal que les collègues aient cette ambition. Lorsque dans un lycée vous avez des CPGE, qu'il y a un collègue qui s'en va, si vous êtes ici, vous avez envie d'être nommé, je comprends parfaitement, mais il faut qu'on soit attentif à ne pas non plus dépouiller complètement le pré-baccalauréat. Traditionnellement, ce sont les académies du Sud sur lesquelles il y a un taux de pression le plus élevé, ce n'est pas une surprise, et puis également les académies de l'Ouest, là c'est aussi assez traditionnel. Bon, c'est
c'est lié très certainement à la qualité de vie de ces régions et aussi, on peut le comprendre. Mais il y a une règle qui vous a déjà été, dite. Il est très important que vous puissiez communiquer vers l'inspection générale sur ces projets de mouvement. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas découvrir au dernier moment, ou c'est plus compliqué pour nous en tous les cas de gérer cela, de découvrir au dernier moment vos projets. Donc, anticipez, et la requête que je fais, que pourrait être relayée par votre association, c'est que les candidats à un mouvement s'adressent au doyen de l'inspection générale et au collègue qui sera en charge du mouvement. Ce sera, pour l'instant, nous n'avons pas encore décidé, vous savez que c'est en évolution, nous décidons à la rentrée qui prend en charge la gestion du mouvement et de ces questions. Mais en tout état de cause, je souhaite vraiment, et ça s'installe, que les questions qui sont liées aux ressources humaines, et ça c'est quelque chose de plus profond dans la GRH, ce soit des questions débattues au sein du groupe. Donc nous avons évidemment les uns et les autres des dossiers qui ont à voir avec les ressources humaines, c'est-à-dire la nomination de personnes, soit j'en parlerai sur les chaires, soit sur les mouvements, mais cette responsabilité-là doit être totalement débattue au sein du groupe et j'y veille particulièrement. C'est effectivement ce que nous avons fait là pour les chaires sup et les mouvements. Je vous en parlerai très vite. Mais justement maintenant, je regarde mes notes, sur les chaires supérieures. Vous savez que sur les chaires supérieures, ce sont des attributions contingentées. Et comme pour ce que je vous disais sur un certain nombre de décisions de RH, moi, je souhaite que nous objectivions autant que possible les critères d'attribution de ces différentes promotions, car il s'agit de promotions, c'est un très beau statut. Mais vous ne serez pas surpris des critères que nous avons en tête. Hein. Les critères sont des critères de rayonnement, évidemment, d'un professeur, d'une professeure dans sa discipline, dans son établissement. Mais bien entendu, il faut que ce rayonnement dépasse les frontières de son établissement, et en particulier que la future candidate soit fortement investie pour la promotion des classes préparatoires et de nos enseignements, puisque c'est un modèle, je tiens à le dire sans aucune ambiguïté, c'est un modèle auquel nous croyons, c'est un modèle d'excellence à la française, et nous serons toujours de ceux qui défendent ce modèle qui permet à beaucoup de nos jeunes d'aller à l'excellence. Il y a aussi, on apprécie que les candidats à ces nominations soient investis dans des actions de formation de professeurs. Ça peut être des actions académiques, voire nationales. Ça peut être évidemment à la demande des corps d'inspection territoriale. Et je ne vous cache pas que moi je vois d'un bon oeil et même je souhaite que vous répondiez positivement aux sollicitations des inspecteurs d'académie et inspecteurs pédagogiques régionaux lorsqu'ils pensent à vous pour animer des actions de formation académique. Évidemment, il est apprécié également tous les travaux de publication. Alors, ça peut avoir plusieurs formes. Hein. Ça peut prendre des formes de publication de TP, de publication d'articles, parfois avoir de recherche. Et donc, ce sont l'ensemble de ces éléments-là qui forment la décision d'attribution des chaires supérieures. Je n'ai pas parlé, mais il faut en dire deux mots, que la contribution également aux concours nationaux est un plus qui est fortement apprécié. Un concours comme une agrégation ou un CAPET, on sait que c'est très impliquant. On sollicite des collègues pour faire des sujets, ça demande beaucoup de travail. Ce sont souvent des productions de grande qualité et il est normal que ce soit reconnu dans votre CV. Donc, il est clair que du point de vue, lorsqu'on est en discussion, parce que vous savez qu'après nos présentations sont discutées en CAPA national, avec vos représentants, les représentants des enseignants, quand je dis vos, en fait, la représentation syndicale des enseignants, c'est assez générique. Et la question de l'âge est souvent une question qui est fortement débattue. Moi, là-dessus, mon positionnement est simple. Il est clair que certains enseignants arrivent très tôt, de par leur qualité, hein, arrivent très tôt dans une situation d'être éligibles à des chaires supérieures. Et parfois, certains passent une carrière sans pouvoir être éligibles parce qu'ils n'ont pas eu l'investissement suffisant. Donc ces chaires supérieures, elles sont là pour distinguer
des collègues qui s'investissent de manière exceptionnelle. Pour autant, lorsque nous avons des candidatures qui sont concurrentes, ça arrive, hein, on n'en a pas beaucoup, je vais vous donner les chiffres. Bien, le critère de l'âge est un critère qu'il faut accepter comme étant discriminant au profit de la personne la plus âgée dans la carrière. Moi, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, et c'est un discours, il est difficile de tenir un autre discours face aux représentants syndicaux, mais encore une fois, je crois que c'est assez normal, d'autant qu'il faut aussi avoir en tête que comme on est dans un univers contingenté, lorsqu'on nomme quelqu'un sur une chaire supérieure, on le nomme pour toujours. Et si on nomme, j'exagère, ça n'est pas arrivé, mais si on imaginait quelqu'un, en imaginant qu'on nommerait quelqu'un directement ou très très tôt dans sa carrière, juste après sa nomination au CPGE, eh bien, il pourrait bloquer la chaire 35-40 ans. Donc il faut faire un petit peu attention à cela. Donc vous avez bien compris que ce sont des réglages fins et qui sont très débattus au sein de notre groupe, mais qu'on prend de manière consensuelle. Et nous sommes arrivés cette année assez facilement à dégager les 6 décisions. Vous voyez que c'est peu, les 6 décisions qui ont fait. Je ne sais pas si les résultats sont publiés, la CAP a eu lieu. En tout cas, la CAP a eu lieu. Bon, ça va être très, 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 très prochain. Les 6 décisions qui ont été prononcées cette année, et ces propositions qui ont été faites au ministre. Bon, alors vous êtes, c'est peu parce que vous le savez que c'est très, très contingenté. Vous êtes peu en situation, c'est un contingent des chaires sup qui existe et vous êtes 168 professeurs actuellement en situation de chaire supérieure. 168 en situation de chaire supérieure. Vous n'avez pas 168 professeurs de classe préparatoire. Hein. Il y a 168 chaires sup parmi nous. Il y a cette année, enfin vous le savez, on attend le décret principal, on attend les décrets secondaires et les arrêtés, la création d'un échelon exceptionnel pour les chaires supérieures. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. On peut être confiant, je ne vais pas m'avancer, tant qu'un décret n'est pas publié, hein, mais on peut quand même être confiant sur la publication de ce décret, puisque nous avons engagé l'inspection générale, donc j'ai été saisi de la demande d'examen des dossiers pour élire ces premiers professeurs qui seront dans la classe exceptionnelle de chaire supérieure. La commission nationale doit avoir lieu de mémoire pour le 18 et 19 juin. Bon, les choses sont bien enclenchées. Alors, il ne faudrait pas que ça génère non plus, pardonnez-moi, parce qu'après, on a un principe de réalité. Il ne faudrait pas que ça génère des espoirs non plus irraisonnés, puisque les quotas qui nous sont attribués, pour vous dire les choses dans les chiffres, pour 2019, nous avons 3 propositions possibles, ce qui est très peu. Bon, au moins, ça existe. Et à terme, à l'horizon 2023, si ma mémoire est bonne, l'idée est de passer sur un contingent de 10% des professeurs de chaires supérieures, ce qui veut dire qu'à terme, en 2023, il pourrait y avoir 17% d'entre vous qui pourraient être sur cet échelon exceptionnel. Alors là, il faut faire un petit peu attention aussi dans la nomination. Il faut que vous ayez en tête que ces échelons-là seront valorisés dans la retraite à condition d'avoir été nommés au moins finalement 18 mois avant le départ à la retraite, puisque l'entrée sera au niveau B2 et que pour arriver à l'échelon B3, vous savez que le chevron, il y a une automaticité, donc il faut attendre 1 an, et que pour que l'échelon soit pris compté dans la retraite, il faut 6 mois. Voilà. Donc, lorsqu'il y a des collègues très méritants, mais qui malheureusement ne pourront pas valider cet échelon, ça peut évidemment questionner et influencer notre décision. Cette année, en un premier retour, il y a 67 candidats
candidatures éligibles en sciences d'ingénieur industriel, ce qui est pas mal par rapport au corps. Donc ça risque de faire un peu déçu. Vous nous en pardonnerez. Vous me pardonnerez. Voilà ce petit point sur les ressources humaines. Soit on prend un temps de questionnement mettant sur les ressources humaines, soit on le fera à la fin. Sébastien, on le fera à la fin, très bien. Je voudrais maintenant aborder les questions qui touchent plus à la didactique, à la pédagogie, à l'évolution des sciences de l'ingénieur. Et là, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. En peu de temps, ça risque d'être un peu court et un peu rapide. Commençant par l'informatique, qui est une question, évidemment, qui est récurrente, émergente. Et pourquoi l'est-elle? D'un seul coup, on a l'impression d'une explosion sur le questionnement de l'informatique. Pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est qu'on s'est réveillé peut-être un peu tard. Évidemment que l'informatique fait partie des enjeux considérables pour un pays. Si on veut que notre pays reste un pays dans la course internationale à la recherche, dans la course internationale à la création, à l'innovation, il n'y a pas d'autre choix que de travailler énormément dans le champ de l'informatique. Et peut-être que certains l'ont lu, mais l'an passé, j'ai eu l'honneur de piloter une mission sur l'enseignement de l'informatique en France. Le ministre souhaitait que je lui remette le rapport avant fin décembre 2018. Pourquoi cette urgence? Donc j'ai piloté cette mission, qui a remis le rapport en son temps, et je vous cache pas que cette mission m'a fait bouger sur la vision que j'avais de l'informatique. Nous avons rencontré tous les acteurs de l'informatique, de près ou de loin, et ce qui a... Là où ma vision a changé, c'est qu'elle est passée d'une vision d'une informatique qui était une informatique un peu discipline de service aux autres disciplines, à une vision d'une informatique qui peut être une discipline autonome, avec un propre corpus de connaissances, avec des concepts spécifiques, bref, à une discipline. Et je sais que dans nos discussions que nous avons eues souvent avec vos représentants, vous n'y croyez pas beaucoup, voire c'est même un petit peu opposé à cette vision-là. Je me rappelle l'avoir défendu âprement, parfois de manière très agréable autour d'un verre de bière, mais âprement quand même. Il y a absolument nécessité pour notre pays, j'ai cette conviction, de se mettre en ordre de bataille pour que beaucoup de nos jeunes Français montent en compétences informatiques. Alors il ne s'agit pas de faire des ingénieurs informatiques, de faire de tous nos élèves de CPGE des ingénieurs informatiques, pas du tout. Et il s'agit quand même d'engager cette discipline dans les rails d'une discipline indépendante, et j'ai préconisé sur ce rapport remis au ministre la création d'un CAPES d'informatique, puis d'une agrégation. Pour l'instant, cet avis a été suivi et il ne vous a pas échappé que ce CAPES d'informatique se créera avec une première session en 2020. Nous souhaitons évidemment être associés à cette aventure de l'informatique. Il ne s'agit pas non plus de dire l'informatique se fera sans nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Il y a une informatique à laquelle nous devons être associés, et vraiment je vous remercie beaucoup collectivement de l'effort que vous avez fait et qui devient visible. On ne parle plus d'informatique forcément en oubliant toujours les sciences de l'ingénieur, ce qui a peut-être été le cas à une époque, ça n'est plus vrai. Et il est naturel que dans vos services, vous ayez en charge des enseignements d'informatique. Et cela, nous le défendons à l'Inspection générale, nous continuerons à le défendre, et nous considérons que vous avez toute légitimité. Pour autant, il faut accepter aussi qu'il y ait une informatique au service d'elle-même, avec des concepts propres, et qui nous concernent peut-être moins. Il y a quelque chose de spécifique pour les sciences de l'ingénieur, c'est que nous pilotons des systèmes. Et je pense que nous, et là je ne parle pas de la consommation des systèmes, mais lorsque nous écrivons une ligne de code, il y a quelque part un bout d'énergie qui est modifié. Quand on écrit une ligne de code, pour nous, il y a des joules qui bougent. Bon, quand les matheux écrivent des lignes de code, ils vérifient une convergence d'une série vers une fonction. Ce sont des objets qui nous concernent moins. C'est pas grave. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas prof de mathématiques que vous n'utilisez pas les outils mathématiques.
Et ce n'est pas parce que certains d'entre vous ne seront pas, certains le seront, des profs d'informatique, que vous n'en utiliserez pas. Donc nous vous invitons vraiment à poursuivre cet effort, duquel nous vous remercions, parce que dans les services, il est très fréquent à présent que nous voyons cela inscrit dans votre emploi du temps. Bon, vous a pas échappé que la réforme du lycée aussi voit apparaître, et c'est peut-être ça vous concerne aussi, toutefois, une nouvelle spécialité, donc on pourra dire deux mots, numérique et sciences informatiques, qui arrive, qui est un petit peu en compétition d'ailleurs avec toutes les autres disciplines scientifiques. Et là, ceux parmi vous qui souhaiteraient passer les tâches de validation, car elle sera nécessaire pour enseigner dans ces classes, seront évidemment les bienvenus. Ça m'amène progressivement à vous parler de l'évolution des sciences de l'ingénieur, et si vous permettez, prendre un petit peu de temps pour parler de l'évolution des sciences de l'ingénieur au lycée. La dernière mouture, elle n'est pas vieille, la dernière mouture, ça fait 6, 7 ans, 8 ans que nous étions sur cette mouture-là. Force est de constater qu'on est dans une discipline qui est galopante, avec une évolution que j'assume pleinement en qualité de doyen. Nous avions un horaire actuellement en sciences de l'ingénieur de 15 heures sur le cycle terminal du lycée. C'est 7 heures en première, donc 6 plus 1 heure de TPE, 8 heures en terminale, 6 plus 2 heures de projet. Et donc nous avions un horaire qui était pléthorique par rapport à l'horaire de nos amis de sciences de la vie et de la Terre. Pour quelle raison? Pour quelle raison un jeune se dirait, bon, moi je vais aller faire des SI, j'ai une demi-journée de plus à mon emploi du temps. Alors, il y a une raison historique malgré tout, enfin, non pas malgré tout, il y a une raison historique. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a une question qui me faisait penser. Nous avions autant l'héritage du bac maths et technique de juste après-guerre, qui a évolué, vous le connaissez bien, vers le bac E. Nous avions à produire des objets qui étaient longs à faire, longs à fabriquer, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous. On en a parlé, le roi est parti, dommage, ça aurait permis de faire une nuance un petit pic. Alors on faisait des calques sur des grandes tables. Et moi, je ne suis pas ceux qui veulent balayer de refaire de la même à cette époque. C'était bien à faire. C'était intéressant à faire. Et des générations de jeunes s'y sont intéressés et ont acquis de belles qualifications avec cela. Il y avait un plaisir à fabriquer l'objet. Il se trouve que ce n'est plus notre monde. Ce n'est plus cela. Nous n'avons plus besoin, pour produire une conception, on n'en fait plus, on n'a plus besoin de passer des heures sur un calque. Donc on utilise les outils contemporains, associé à cela le fait qu'on ne fait plus de fabrication, et donc on gagne sur les heures, évidemment, on disait atelier à l'époque, de laboratoire, et donc du coup on n'a pas d'argument sérieux qui consisterait à dire qu'il nous faut plus d'heures pour étudier les systèmes artificiels qu'il nous en faut pour étudier les systèmes du vivant. On ne peut pas sérieusement défendre ce point de vue. Mais il nous en faut autant. Et vrai, je soutiens cette démarche qui vise à inscrire les sciences de l'ingénieur, et c'est une vision prospective aussi, à inscrire les sciences de l'ingénieur comme une discipline scientifique complètement à parité avec les autres disciplines scientifiques. Et je me réjouis, je le dis avec beaucoup d'enthousiasme, que l'option sciences de l'ingénieur de la voie générale du lycée soit alignée avec toutes les autres spécialités dans son horaire. C'est naturel et c'est souhaitable, ce qui permettra peut-être à certains jeunes gens pour lesquels c'est un obstacle, cette augmentation du volume horaire. À 17 ans, comme disait Rimbaud, on n'est pas sérieux, on peut avoir envie de s'amuser, et donc c'est inutile de faire à double peine à nos élèves qui choisiront le SI. Ils paieront le même poids que pour les autres disciplines dans leur emploi du temps. Et je vous invite à aller voir, sans doute l'avez-vous fait, mais je vous invite à aller lire le programme des sciences de l'ingénieur. Ça va bourlinguer. Et les élèves qui vont vous arriver ne seront pas les mêmes que ceux que vous avez. On en parlera un peu. Comment ce programme a-t-il évolué? Ça ne vous a pas surpris, certainement, de le voir.
Évidemment que l'investissement des technologies et des numériques, c'est largement majoré. Comment aujourd'hui échapper à ces technologies? Comment échapper à l'Internet des objets, à la communication entre machines? Ce sont les ingénieurs qui auront à gérer cela, même sur la couche matérielle. Et c'est la raison pour laquelle j'en reviens à l'informatique. Il y a explicitement dans le programme la notion de programmation, avec une programmation avec du Python, on l'écrit, on l'assume. Si dans 3 ans c'est autre chose que Python, on changera. Il n'y aura même pas besoin de changer de programme. Mais l'idée est de s'aligner avec les outils que les autres disciplines scientifiques utilisent. Vous voyez, pour que les sciences de l'ingénieur, encore une fois, soient complètement à parité avec les autres disciplines. Un autre champ, et là où je vous invite vraiment à travailler, et puis pour rien vous cacher, je compte sur vous aussi là-dessus. Un autre champ qui a été débattu dans le groupe d'écriture du programme, il a fallu d'ailleurs pratiquement négocier avec le CSP. Nous avons écrit une ligne sur des notions d'intelligence artificielle. Comment aujourd'hui on pourrait éviter cette question alors qu'on écrit un programme qui va durer 7-8 ans? Où en serons-nous dans 7-8 ans? Alors, vraiment, on avait à cœur de ne pas louper, pardon de m'exprimer un peu familièrement, mais pas louper ce train. Enfin, c'est même pas un train, c'est une fusée. La fusée de l'intelligence artificielle. Et nous sommes totalement légitimes, en sciences de l'ingénieur, à nous approprier ces questions et à les faire vivre dans nos systèmes. Et je peux vous dire que les jeunes, vous les voyez aussi souvent que moi, ils vont quand même très vite. J'ai visité quelques Olympiades. La semaine dernière, aux Olympiades de Paris, un groupe avait créé un objet qui est banal, qui existe déjà, mais ils l'ont fait de manière un peu particulière, a créé un objet qui écrivait une partition à partir d'un morceau joué. Alors que les logiciels existants se branchent sur la liaison MIDI, pour savoir ce qui se passe, vraiment sur le signal, eux ont mis un micro et écoutent la musique. Ils ont fait tourner une couche d'intelligence artificielle pour écrire la partition. Alors ça veut dire que derrière, il y a quand même du travail. Hein. Comment on différencie de Do à l'octave, hein, c'est la même... il y a une fréquence double, vous savez tout ça. Comment on discrimine aussi finement des fréquences qui sont proches quand même les unes des autres. Hein. Lorsque vous prenez un dièse ou un bémol, c'est pas si éloigné que ça. Comment est-ce qu'on s'affranchit du bruit ambiant? Ils ont fait tourner une couche d'intelligence artificielle pendant 72 heures et ça marche. Alors, est-ce qu'ils ont la maîtrise totale, complète de la théorie des réseaux neuronaux? Non. Mais ils font fonctionner des outils d'intelligence artificielle et dans un premier temps, c'est ce qu'on leur demandera. Il y a aussi, et ça a une résonance avec ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la conception, la fabrication. Je pense qu'il faut que l'on réinitialise une capacité de créativité chez nos élèves. On le dit tous. Nos élèves de CPGE, Laurent le disait, nos élèves de CPGE, ils sont très talentueux. Vous l'êtes aussi. Mais effectivement, il y a un formalisme, parce qu'il faut aller vite, il y a un formalisme qui a certainement tendance à éroder la capacité de création, d'imagination et d'innovation de nos élèves. Nous avons souhaité et écrit dans le programme de sciences de l'ingénieur de la spécialité terminale une nouvelle compétence qui est une compétence d'innovation. Et évidemment, cette compétence d'innovation doit s'appuyer sur des outils de créativité et sur la capacité de matérialiser une solution imaginée. Et cette matérialisation, elle peut être en appui, elle doit être en appui selon nous sur des espaces de type Fab Lab. Et nous avons écrit dans le programme que nos élèves de SI devront accéder à un espace Fab Lab. C'est quand même extrêmement nouveau, et je ne vous cacherai pas, j'avais une petite préoccupation sur le destin de cette ligne dans la mouture finale des programmes,
Parce que lorsqu'on écrit « les élèves accéderont à un Fab Lab », ben, ça veut dire que les régions, si le programme est voté, publié dans le dur, ben, les régions doivent mettre des Fab Labs dans les lycées. Ben oui, c'est ce que nous souhaitons, que ces Fab Labs soient un espace partagé, éventuellement avec, pas éventuellement d'ailleurs, partagé avec d'autres disciplines, dans une vision qui pour moi est celle d'une vision finalement qui ressemblerait un peu à un CDI, sauf que les élèves, au lieu d'aller au CDI, ben, pour aller dans le Fab Lab, pour tester des solutions qu'ils ont imaginées, et ça passe à un moment donné, et ce n'est pas un gros mot, ça passe peut-être par des moments de fabrication, mais cette fabrication-là, à aucun moment, attention, hein, ne ressentez pas les machines à manivelle, hein, à aucun moment cette fabrication-là n'a à voir avec une démarche industrielle. À aucun moment. La fabrication a juste comme objectif de matérialiser une idée que l'on a imaginée. Donc là, c'est évidemment une des évolutions qui sont fortes dans un contexte où par ailleurs le champ, enfin le volume horaire a diminué. Ça veut dire quoi? Et là aussi, il faut l'accepter, et je le dis dans les amphis de professeurs de baccalauréat lorsque j'en ai l'occasion, il faut densifier nos enseignements. Il n'y a pas le choix. Il faut densifier nos enseignements. On veut faire plus avec moins d'heures. Et dans la densification des enseignements, moi, je ne vous cache pas que je pense que l'on peut réduire un certain nombre de temps pédagogiques. Là, on va arriver, ce sera peut-être la fin de mon propos, mais ça va être un petit peu long, soyez inquiets. Il va falloir réfléchir pédagogiquement à ce qu'on veut faire. Est-ce que, moi je suis souvent dans les salles de classe, et vous le savez pour les collègues qui m'ont accueilli, que ce soit en cours ou en TP, ça m'est égal. On voit bien, on voit très bien ce qui se passe dans tous les temps pédagogiques. Est-ce qu'on a besoin de 4 heures de TP? Est-ce qu'on a besoin vraiment de 4 heures consécutives de TP? Ben, je vais vous dire peut-être de manière un peu brutale, mais que moi, au bout de 4 heures de TP, je ne dirais jamais 4 heures, mais je m'ennuie. Et il est assez rare, et je ne l'ai pas vu, des densités de 4 heures de TP consécutives où les élèves sont à fond tout le temps. Il y a quand même. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être sur des volumes horaires aussi importants et qu'on doit quand même rénover notre vision des travaux pratiques. Je parle du pré-baccalauréat, mais vous entendez en filigrane peut-être un certain nombre de réflexions qui pourraient toucher les prépas après. Rénover notre vision peut-être des travaux pratiques en étant peut-être plus resserré sur les objectifs pédagogiques de CTP. Là, ça demande une ingénierie qui ne sera pas simple et qui pourront, en tous les cas, qui nous feront évoluer. Et puis, ça me tient beaucoup à cœur, toujours sur les SI, il y a 2 heures de physique associée. Alors, ce n'est pas un détail. Et je redis, parce que, mais mettant les choses, ça y est, sont bien entrées dans l'ordre, enfin, ce n'est pas 2 heures de physique qui sont dotées, qui sont à prendre sur le volet, le contingent horaire à disposition du chef d'établissement. Hein. C'est 2 heures de physique inscrits dans l'emploi du temps et dotés en moyen horaire. C'est dans le programme. Nos élèves ont 2 heures de physique. Et ces heures de physique, on a beaucoup discuté avec mon collègue qui est doyen du groupe de physique, Dominique Aubert. Nous l'avons, c'est les physiciens qui l'ont écrit, mais on s'est beaucoup concerté. Nous avons fait en sorte que nos élèves de physique, nos élèves de SI, vous voyez le lapsus, auront fait la totalité de la spécialité physique en terminale. Je répète, nos élèves de SI auront fait la totalité du programme de physique de la spécialité de physique-chimie de terminale. Il y a 6 heures de physique-chimie en terminale. Ils ne feront pas les 3 heures de chimie. Oui. En revanche, les 2 heures de physique qu'ils font, plus les compléments, on a densifié notre programme, plus les compléments de physique qui sont associés aux sciences de l'ingénieur, je pense à l'électrocinétique notamment, qui est clairement dans le programme des sciences de l'ingénieur, eh bien, ce package-là fait que nos élèves auront fait la totalité, évidemment, de l'enseignement de spécialité sciences de l'ingénieur et la totalité de la spécialité physique. Et évidemment, de manière réaliste, je sais que ces élèves-là ne choisiront pas physique en spécialité. D'ailleurs, ils seraient bien embarrassés.
Ils en ont déjà 2 heures, on peut en faire 8. Donc, le profil des élèves que nous aurons seront des élèves qui feront l'écrasante majorité, 6 heures de maths, 6 heures de SI, les 3 heures de la spécialité physique. Et si on n'est pas capable de faire de ces élèves-là des ingénieurs, je pense que collectivement, on manquerait de talent, mais je ne doute pas que nous le ferons. Donc on a des élèves, et ils font beaucoup les sciences de l'ingénieur, et j'explique à chaque fois que j'en ai l'occasion cet aspect-là. Nous aurons des élèves dont le profil sera très, très large du point de vue scientifique. Ça nous amène tout doucement à évoquer quelles seront les orientations de ces élèves-là. Avant, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur une manifestation qui nous tient à cœur, qui est la manifestation des Olympiades de sciences de l'ingénieur. Il est clair que dans le calendrier, ce n'est pas facile de tout encapsuler, mais nous avons fait en sorte dans l'organisation de nos programmes qu'elles seront le projet, il y a un projet de 48 heures qui a été réduit dans les proportions de la réduction d'enseignement. Ce projet de 48 heures sera évidemment éligible pour les terminales pour participer aux Olympiades de sciences de l'ingénieur. Nous souhaitons évidemment soutenir cette manifestation. Elle participe à la notoriété des sciences de l'ingénieur et nous souhaitons évidemment la faire perdurer, voire l'amplifier. Il se pose la question de la première. La première, c'est une spécialité, il y a 4 heures de SI en première. Nous avons réécrit, et c'est une exception dans l'écriture des programmes du CSP, nous avons écrit en même temps première et terminale. Parce que nous pensons qu'au moment du choix, il faut avoir la bonne visibilité sur l'ensemble du site. Et que nous n'imaginons pas notre enseignement comme saucissonné en première, terminale, avec des cloisons très, très étanches. Donc nous avons écrit ainsi. Mais nous avons positionné un projet de première très tôt dans la scolarité. Très tôt, ça veut dire, allez, premier trimestre, fin du premier trimestre, au peut-être début du second trimestre, mais pas plus tard, en première. Un projet de 12 heures. C'est un mini-projet. Quelle est son ambition? Et son ambition, c'est de donner à voir à nos élèves de première ce que sera leur enseignement en terminale, avec un projet plus conséquent, et plus tard, ce que sera l'activité de projet dans les fonctions d'ingénieur. Nous croyons profondément à l'activité de projet. Un ingénieur est un homme de projet, est une femme de projet. Si on ne fait pas vivre ces idées-là dans nos enseignements, on aura perdu certainement des élèves qui ne s'intéresseront pas aux sciences de l'ingénieur. Donc nous voulons que ce projet-là donne envie. Et c'est la raison pour laquelle on a un mini-projet de 12 heures en première, parce que l'enjeu sera de faire que nos élèves choisissent la spécialité terminale. Alors, il y avait quelques inquiétudes qui s'étaient exprimées ici ou là sur la première. Moi, je n'avais jamais été spécialement inquiet, je l'ai toujours dit. Sur la première, les faits montrent qu'au contraire, il y a, alors c'est fragile, hein, mais les retours sur les statistiques de vœux de choix de la spécialité en première sont plutôt en augmentation. C'est quand même donc un bon signal. Ça veut dire que le programme a été bien reçu, on en est plutôt satisfait, mais rien n'est gagné du tout. Rien n'est gagné du tout. Si on a une petite augmentation, elle risque de ne pas être du tout suffisante pour que nos élèves choisissent massivement la spécialité en terminale. Donc il faut qu'on se batte collectivement pour que la notoriété des sciences de l'ingénieur soit bonne au niveau pré-baccalauréat. Et là aussi, on compte sur vous. Je sais que vous prenez vos bâtons de pèlerin pour parler des classes préparatoires dans les lycées. Eh bien, dans ces moments-là, exposez ce qu'est le nouveau programme des sciences de l'ingénieur, ses perspectives, et ça nécessite que vous vous l'appropriez très profondément. Donc je compte vraiment sur vous pour que vous puissiez lire ce programme. On aura, mais on en discutera avec votre association, on aura aussi à réfléchir sur le positionnement des Olympiades de première, parce que là on passe à un volume horaire qui est cette fois vraiment petit, et je vous en ai dit quelle était l'ambition. Pour autant, ça me paraît plutôt légitime de pouvoir accueillir des élèves de première aussi aux Olympiades. Mais de mon point de vue, et encore une fois, c'est une réflexion très prospective, on ne pourra pas les évaluer avec exactement les mêmes grilles
que les grilles des élèves de terminale. Enfin, j'aimerais terminer ce propos, avant vos questions, sur la pédagogie et la didactique. Vous savez qu'il y a un débat qui s'est engagé dans notre groupe. Je parlerai, pour conclure, du chantier que j'ai engagé sur la rénovation de l'intitulé de notre groupe. Il y a un débat qui s'est engagé sur ce qu'est la didactique, sur ce que sont les sciences de l'ingénieur. Et à titre personnel, j'en suis extrêmement satisfait. Le débat est vif, il est passionnant. Ça permet de nous émuler. Il y a de l'émulation entre les uns et les autres. Et donc, c'est parfaitement sain. Moi, je suis de ceux qui pensent, mais je crois que vous connaissez pour certains mon point de vue, qu'effectivement, il y a des règles en didactique. Bien sûr. Et il y a des règles qui sont intangibles, certainement. Il y a la liberté d'enseignement, oui. Elle s'inscrit forcément dans quelque chose de très très simple, c'est le programme. Alors ça paraît incroyable de dire ça, mais le programme dans une salle de classe, le programme avec le programme. Pas d'autre chose. Et puis, pour tous, l'énergie et le talent pour faire réussir les élèves. Et là, pardonnez-moi, je vais peut-être être un peu large dans le propos, mais lorsque je suis dans une salle de classe où il y a le programme et où les résultats des jeunes sont excellents, qu'est-ce que j'irais demander de plus? C'est une question, je ne vous demande pas d'y répondre, mais c'est une question d'inspecteur général. Alors, en même temps, lorsqu'on vous observe travailler, c'est extrêmement intéressant. Moi, je pense qu'en matière de didactique, il n'y a pas de dogmatisme absolu, si ce n'est quand même ce que moi je l'appelle l'intrication et la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enchaîner les notions dans n'importe quel ordre. Par exemple, on ne peut pas parler des notions de moment sans avoir parlé de notions de force. Là, il y a un principe de subsidiarité qui s'impose. On ne peut pas engager la modélisation des systèmes électriques sans avoir parlé d'un modèle de source. Et donc là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, pédagogiquement, didactiquement, de faire n'importe quoi. Mais il y a des champs qui sont indépendants les uns des autres, sans intrication, sans subsidiarité. Ou alors, elle est très, très profonde. Par exemple, est-ce que j'ai besoin de notions de cinématique pour traiter du traitement du signal? Évidemment, si je vais très, très profondément, je vais trouver des analogies. Mais là, c'est lorsqu'on a tout compris, qu'on a fait tout le tour et qu'on est capable de parler que d'une seule chose. Mais, personnellement, je ne suis pas du tout choqué si la cinématique arrive à un moment qui est un peu inattendu dans les progressions. Bon, c'est votre choix, à condition qu'avant, tout soit mis en place pour que les notions dont vous parlerez en cinématique soient installées, évidemment. Ça signifie qu'il y a une liberté possible dans l'organisation de vos progressions pédagogiques. Alors quand je dis ça, je mesure bien ce que je dis. N'allez pas mettre demain, arriver, poubelle, je sais que vous ne le ferez pas. Les progressions que nous voyons, et qui sont des progressions qui sont le fruit d'une maturation qui a été longue, elles sont bonnes. Vous avez collectivement atteint un degré de qualité dans vos progressions pédagogiques qui est bonne. Je le vois, et souvent ce que vous me présentez, franchement, à de rares exceptions près, c'est de grande qualité dans la progression. Mais il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Alors, évidemment, il y a un côté aussi positif, qui est un côté d'harmonisation, qui fait que l'équité entre vos élèves est certainement meilleure. Mais il y a un côté lissage. Et à terme, puisqu'on me demande la fonction d'inspection générale, et de manière prospective, ce qui ne bouge plus, pour moi, est condamné à mourir. Et j'ai une invitation à vous faire, c'est bougez-vous, pédagogiquement. Et de temps en temps, tentez une innovation pédagogique. Je ne vous dis pas de mettre par terre tout le modèle, ce n'est pas ce que je vous demande. Mais à un moment donné, faites-vous plaisir pédagogiquement.
essayez quelque chose que vous n'avez pas déjà essayé. Essayez une séquence un peu originale, novatrice. Et puis bon, si ça fonctionne, on réfléchira. Vous m'enverrez vous présenterez vos IAIPR une petite proposition, vous m'enverrez et on réfléchira. Mais faites attention à ce que cette mutualisation ne se transforme pas en une homogénéité nivelante et anesthésiante. Bon, j'ai bien conscience que mon expression peut vous choquer un peu, mais voilà, je souhaite que vous fassiez preuve de plus d'imagination. Non pas que vous en faites pas, mais faites de plus d'innovation pédagogique que là où nous en sommes. Il y a quelque chose aussi que vous faites très bien et il faut vous en féliciter. Nous tenons à une approche par les compétences. Et ces progressions dont je vous parle font vivre cette approche par compétences. Pourquoi nous tenons à cette approche par compétences? Eh bien, parce que, en fait, c'est un véritable mode d'emploi de résolution des problèmes complexes. Lorsqu'on n'est pas très compétent, on arrive devant un problème complexe, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et vous avez dû vivre dans votre scolarité, comme je l'ai vécu parfois, de buter sur un problème, il y a le prof, ah ben, ouais, finalement, c'était pas si difficile. J'aurais dû savoir le faire. Pourquoi je n'y étais pas parvenu? Pourquoi certains de vos élèves n'y parviennent pas? Parce qu'ils ne savent pas par quel bout le prendre. L'approche par compétence a ceci d'extrêmement fécond, c'est qu'elle permet de décomposer une tâche complexe en opérations plus élémentaires. Analyser, modéliser, expérimenter, simuler, résoudre. Et ça donne une clé pour résoudre les problèmes complexes. On a une première phase d'analyse. Ensuite, on a fait l'analyse. On peut penser que l'analyse est quand même une démarche prérequise du point de vue didactique. On fait l'analyse, bon, là on fait quoi? On tente une expérimentation, on tente une simulation, on tente une modélisation, mais une fois qu'on l'a fait, on peut s'arrêter et passer à autre chose. Et dans vos face à face aux élèves, très souvent ce que je vois, c'est un manque d'explicitation de votre démarche pédagogique. C'est-à-dire que vous faites tout en même temps. Mais vous savez très bien ce que vous faites. Mais vous faites de manière presque imbriquée, modélisation, résolution, souvent. Vous modélisez, et puis sans que même l'élève en soit conscient, vous résolvez. Et à un moment donné, arrêtez-vous en disant, là, on va modéliser. Puis vous le dites, on modélise. Et de temps en temps, dire, on résoudra la prochaine fois. Ou on demandera à une machine de le faire. De même pour l'expérimentation. Donc voilà, c'est ça un petit peu cette forte requête, plus explicite dans votre expression de la compétence dans la face-à-face pédagogique, pour que la construction par compétence ne relève pas de la bonne intention et qui parfois, j'en ai l'impression, sont un peu faites pour faire plaisir à l'inspecteur. Vivez cette pédagogie de la compétence. Faites-la vivre à vos élèves pour qu'elle leur soit totalement explicite. Et il y a aussi un champ dans lequel, je crois, on a des progrès à réaliser. C'est le champ de l'évaluation. Parce que dans la compétence, on parle, cette notion de compétence, vous la faites vivre dans les progressions, très bien, mais très peu souvent, enfin, depuis quelque temps, je vois des belles choses, mais peu souvent dans les stratégies d'évaluation. Et donc, je vous invite à aller voir la grille qu'on va publier très très bientôt d'évaluation de l'épreuve écrite de sciences de l'ingénieur, de première. On va passer du temps dessus. C'est vraiment une évaluation par la compétence, à l'écrit, et vous verrez qu'elle sera pourtant très simple à corriger. Parce qu'on corrigera des questions, mais la connexion pédagogique entre la compétence et une question posée sera très explicite. Bien, je vous invite à observer ces outils et puis aussi à faire preuve de progressivité dans votre évaluation. Apprendre, c'est monter progressivement en compétence. On arrive avec un niveau initial dans une compétence,
et il y a des attendus de niveau final. L'évaluation n'apporte pas de choses sur le niveau final. Quand on fait une évaluation au milieu d'une progression, on devrait être capable de dire, ben voilà le niveau que j'attends. Et si ce niveau que j'attends, qui n'est pas un niveau terminal, si ce niveau que j'attends est celui qu'atteint l'élève, ben il a 20. Donc cette évaluation par compétence est aussi une évaluation qui est bienveillante et qui tient compte de la progression de nos étudiants. On n'apprend pas dans l'échec. Et encore une fois, là, je m'exprime devant une assemblée, je sais, qui est très acquise à la cause. Ce n'est pas forcément vrai dans toutes les disciplines, mais cette bienveillance, vous l'avez auprès de vos élèves, mais vous pouvez, encore une fois, la manifester de manière plus explicite en vous appuyant sur l'évaluation par compétence. Il reste une dernière peut-être remarque que je voudrais faire avant de conclure mon propos sur une question qui traverse un peu le groupe. J'ai proposé au groupe de réfléchir à notre appellation. Nous nous appelons sciences et techniques industrielles. Alors, encore une fois, il faut être fier de notre histoire. Notre histoire prend sa racine dans la création de l'enseignement technique, dont on est immensément fier. Il ne s'agit pas de renier nos origines une seule seconde. C'est la loi Astier en 1919. Elle a permis à un tas de jeunes de notre pays de devenir des ingénieurs. Mais est-ce que cette appellation n'est pas un peu surannée? Technique? Est-ce que nous faisons de la technique industrielle lorsqu'on commence au cycle 3 à parler de sciences et technologies à nos élèves? Est-ce qu'on fait de la technique industrielle lorsqu'on parle de technologie au collège? Non. Est-ce qu'on fait de la technique industrielle lorsqu'on parle des grands enjeux de développement durable en STI 2D? Un peu mieux. Mais on n'est quand même pas dans des préoccupations de production d'objets. Est-ce qu'on fait de la technique industrielle en sciences de l'ingénieur? Je réponds non. La technique est l'art du geste, est l'art de savoir produire des objets. Ce n'est pas ce à quoi nous nous intéressons. En revanche, on s'intéresse à la technologie, qui englobe évidemment les techniques, mais qui intègre toutes les notions et les concepts qui prévalent à l'analyse et à l'observation des systèmes artificiels et à leur conception. C'est bien autre chose. Et puis le côté industriel, très, très honnêtement, nous n'avons plus vocation, alors c'était le cas, à acquérir des savoir-faire industriels dans nos CPGE, en sciences de l'ingénieur, en technologie industrielle, en technologie collège, à l'école. Nous avons encore cela dans la voie professionnelle. Et on en est très fiers de cette voie professionnelle. Cette voie professionnelle, vous en êtes certainement un peu éloigné, mais j'en dis quand même deux mots parce que j'ai vraiment à cœur aussi de porter cette évolution. C'est la voie professionnelle qui porte tout le tissu des artisans de notre pays et tout le tissu des qualifications intermédiaires qui portent les petites et moyennes entreprises. Hein. C'est pas rien. Je peux vous dire que beaucoup de pays nous l'ont. Donc nous avons, je crois, en tous les cas, à rénover cette appellation. Je ne vous cache pas que le terme technique, je souhaite, et industriel, je souhaite qu'on s'en éloigne un peu. Je vois déjà des collègues qui veulent démissionner. Je ne vous cache pas que je souhaite qu'on s'en éloigne un peu. Et donc, il y a un certain nombre de propositions auxquelles on réfléchit, mais qu'on a pour l'instant diffusées aux EAIPR et aux IEN. L'autre point, effectivement, il y a le terme sciences de l'ingénieur. Ah, il est sensible ce terme sciences de l'ingénieur. Bon, dans ingénieur, il y a ingénieur, pardon pour la palissade, masculin quand même. Au passage, moi je ne m'étonne pas que la notoriété auprès des jeunes femmes de sciences techniques et industrielles soit médiocre. Ceci étant dit, je ne veux pas qu'on différencie dans nos approches ce que soi-disant percevraient les jeunes filles de ce que percevraient les jeunes garçons. L'appellation n'est pas très attrayante. Elle n'est pas tellement plus, je ne crois pas, pour les jeunes garçons.
Et je pense que nous devons, de mon point de vue, encore une fois, c'est un point de vue très personnel que je vous exprime, mais faire attention à ne pas genrer notre communication. Sciences de l'ingénieur, c'est quand même assez genré. Excusez-moi, mais alors, on commence à faire des acrobaties, on met des E par-ci, par-là, on bricole. Donc, ouais, je ne vous cache pas que, encore une fois, le terme d'ingénierie, qui n'est pas de la fausse monnaie parce qu'il invite complètement ce que nous faisons lorsque vous regardez la définition des termes, est un terme qui aurait davantage ma faveur. Enfin, ce sont mes derniers mots, quant à savoir si les sciences de l'ingénieur sont une science. On l'écrit avec un S, et dans cette orthographe-là, il y a, de mon point de vue, déjà une partie de la réponse. Et enfin, si vous voulez, ce sont des questions qu'on se pose depuis toujours. Et je m'interroge sur la fécondité de ce questionnement. Depuis Aristote, on se demande si la médecine est un art. Vous voyez, c'est intéressant d'aller lire ce texte. La médecine est-elle un art? C'est une question certainement très intéressante, auquel personne n'a répondu depuis plus de 2000 ans. Ça n'a pas empêché la médecine de rendre de grands services à l'humanité. Ça n'a pas empêché les médecins et des gens extrêmement reconnus dans la société. Et c'est donc tout le destin que je souhaite aux sciences de l'ingénieur. Je vous remercie de votre attention. On va passer à la phase de questions. Merci, monsieur l'inspecteur général, donc pour votre discours. Si vous voulez bien, parce que je connais beaucoup les visages, mais si vous voulez bien me rappeler votre nom, pour les personnes qui posent des questions, et votre établissement, ça me permet de mieux vous connaître. Donc, Pierre Auborgne du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison. Je le savais, on s'est rencontrés tout à l'heure. Quand on écoute les craintes de collègues du Prébac, quand on écoute les retours de conseil d'administration, on a l'impression, si je reprends votre image, que nous sommes en fait que le premier étage d'une fusée qui se détachera en fin de première. Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment le cas ou est-ce que vous avez un certain optimisme à nous faire partager sur ce point? Bon, la question, si vous voulez, on oscille toujours entre un excès d'optimisme qui pourrait être délétère, parce qu'il pourrait endormir notre engagement. Et puis aussi éviter l'écueil de jouer les Cassandres qui ne nous servent pas non plus. Hein, de dire que les sciences de l'ingénieur, c'est foutu, pardonnez-moi, vous m'entendrez jamais le dire parce que je ne le pense pas. J'ai toujours dit quelque chose qui, au départ a pu surprendre. À la question, pourquoi faire des sciences de l'ingénieur au lycée? On devient ingénieur sans faire des sciences de l'ingénieur au lycée, on fait des maths, de la physique, terminé. Hein. Puis après on déroule. À quoi servent les sciences d'ingénieur au lycée? Ceci étant dit, je vous pose la même question pour les SVT. Hein. On pose la même question pour toutes les disciplines. On pourra poser la question pour l'informatique. Moi, j'ai une approche un peu sociologique de cette réponse, de cette question, pardon. Depuis le baccalauréat maths et technologie, il y a des jeunes, on le sait, environ 10% des jeunes scientifiques qui s'intéressent au système de l'ingénieur. Environ 10%. On ne les appelait pas comme ça avant, mais maintenant nous les appelons comme ça. Mais il y a une frange de nos jeunes qui s'intéressent sociologiquement et s'est installée depuis l'après-guerre comme ça. C'était les publics de nos élèves de E. Et ce sont des jeunes qui ont une vocation scientifique. Ce ne sont pas des jeunes qui s'intéressent qui veulent faire de la voie pro ou de la voie technologique. C'est très noble. Non, eux, ils veulent faire des sciences en s'intéressant aux sciences de l'ingénieur. Et ces élèves-là, il faut les capter très tôt, parce qu'après, on ne sait pas ce qui se passe si on diffère très, très longtemps après le choix de cette orientation. D'ailleurs, le bac S est une des raisons pour lesquelles le ministre a souhaité le faire évoluer. Le bac S captait un tas de jeunes, pardon, c'est pas joli ce terme, de nombreux jeunes qui n'avaient pas de vocation scientifique particulière. Hein. Et d'ailleurs, évaporation terrible.
Eh bien, les sciences de l'ingénieur au lycée permettent d'offrir à ces jeunes qui s'intéressent précocement au système de l'ingénieur une formation à laquelle ils resteront fidèles. Nos élèves de sciences de l'ingénieur de terminale, de première terminale, restent fidèles aux poursuites d'études dans les sciences et technologies. Il y a là un vivier qu'il faut capter et qu'il ne faut surtout pas négliger, parce que sinon on perdra des ingénieurs. On n'en a déjà pas beaucoup, pas assez, il en manque 10 à 15 000, il faut les capter. C'est 25 000 jeunes en terminale S, option sciences de l'ingénieur. Et ils sont 235 000 avec l'option SVT. Donc c'est environ 10%. Et bien ce public-là, il faut le capter. Maintenant, il y a évidemment, pour revenir plus dans le sens de votre question, une difficulté sur la terminale. Il n'y aura pas de difficulté sur la première, on l'a vu, vous le savez, ça se passe bien. Enfin, petite quand même parenthèse, ce n'est pas le déferlement de NSI qu'on avait pu annoncer. Hein. Bon, la NSI s'installe, c'est bien qu'elle s'installe, on a besoin aussi d'enseigner l'informatique, mais elle ne s'installe pas au détriment des sciences de l'ingénieur. C'est quand même c'est un point, hein. Au moins dans les orientations d'orientation. Non, l'étage de la fusée dont vous parlez, il y a des moments critiques. Le moment critique, c'est le passage à la terminale. L'autre moment très critique sera le passage en CPGE ou vers l'enseignement supérieur. Sur le passage à la terminale, nous n'avons d'autre alternative que d'être proactifs, un peu enthousiastes, en disant « Allez en terminale, on vous accueillera en classe préparatoire et on vous fera réussir ». Mais il ne faut pas que ce soit de la fausse monnaie. Et actuellement, on est très actifs, on se bat beaucoup. D'ailleurs, on a participé, Sébastien Jagradien, on a parlé tout à l'heure, mais nous étions ensemble à 3 réunions, notamment avec tous les représentants des écoles, les représentants de la DGESCO, de la DGCI, tout le monde autour de la table, pour que nous soyons assurés d'offrir à nos élèves une place en classe préparatoire. Et il faut le dire dès maintenant. Dès maintenant. Parce que les jeunes, beaucoup sont intéressés par ces carrières-là. Si on leur dit, oulala, pour faire une CPGE, il faut avoir fait maths physique en spécialité terminale, ben on les perdra. On les perdra. Donc, moi, je milite sur accepter de dire, et c'est les éléments de langage que nous avons actuellement, que pour faire des sciences, pour devenir un ingénieur, pour s'orienter vers les sciences dans l'enseignement supérieur, il faut faire des sciences au lycée. Donc, ayons courage de le dire. Ça veut dire quoi faire des sciences au lycée? Eh bien, ça veut dire qu'en première, il faut choisir 3 spécialités scientifiques. Et dans les 3 spécialités scientifiques, eh bien, moi, je ne crains pas de le dire, il y aura les maths et la physique. Ben, évidemment que oui. Il y aura une autre discipline scientifique, STVST, NSI, sciences de l'ingénieur, physique. Mais nos élèves de sciences d'ingénieur pourront choisir la physique, mais ne le choisiront pas en terminale. Et puis après, accompagner ces élèves en terminale. Nos élèves seront bien accompagnés, ils ont les 2 heures de physique. Et enfin, se jouera le dernier étage de cette aventure, c'est l'intégration en classe préparatoire. Je crois que le dernier étage, ça sera la réussite au concours. De ce point de vue-là, bon, ça a été dit par Laurent, on partage le même point de vue. Moi, je ne souhaiterais pas, et le groupe de l'inspection générale défend ce point de vue, qu'on s'installe dans des tuyaux d'orgue. Alors c'est tentant, hein. C'est tentant. On fait maths, sciences de l'ingénieur, physique. N'oubliez pas dans votre com de dire grand maths, grand SI, petit p quand même. Donc nos élèves, ça serait tentant de dire que ces élèves-là, PTSI. Puis ça serait tentant évidemment de penser que ceux qui ont fait maths physique, évidemment, MPSI. On est tenté par ça. Et puis vous sentez arriver, on en parle, de la création d'une CPGE maths informatique. Évidemment, on pense que le couplage maths et NSI en terminale serait pour cette future prépa si elle se faisait. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous écrivons et nous répétons en permanence que tous les couplages scientifiques de la première puis de la terminale doivent permettre à nos élèves d'aller dans une CPGE scientifique de leur choix. C'est fort comme discours. Et ça signifie qu'il va falloir adapter
les tâches première année. Je ne vois pas comment. Alors, rien n'est engagé. Hein. Ne me faites pas dire qu'on réforme les CPGE tout de suite. Mais bon, évidemment, on y pense. Il faudra réfléchir, et sans tarder, à la première année de CPGE sur des modalités. Il y en a beaucoup. C'est trop tôt pour en parler. On y réfléchit. À mon avis, on n'échappera pas à cette réflexion et à cette rénovation. Je vais essayer de faire plus court sur la prochaine question. Monsieur l'inspecteur général, merci pour cette présentation. Je suis Romain Degault, enseignant néo-titulaire à Roosevelt à Reims. J'avais une question très ciblée par rapport à votre discours au point de vue des Fab Labs. Vous préconisez de plus en plus l'apparition des Fab Labs. Mais... Pas de plus en plus. On préconise. Oui, mais vient la question de la maintenabilité de ces espaces. Et quelle solution envisagez-vous à ce sujet-là? Pour l'instant, aucune. Voilà. Je vais être très clair avec vous. Pour l'instant, aucune. Je n'ai aucune réponse à apporter, pour l'instant, à la manière dont ces Fab Labs pourront vivre dans les établissements en termes de ressources humaines. Voilà. Ça reste à inventer, je ne crains pas de le dire. Mais si on subordonnait cet élan pour installer des Fab Labs au fait que les ressources humaines existent, pardonnez-moi de le dire, on ne partirait jamais. Voilà. Donc, on fait le pari d'écrire dans les programmes qu'on va mettre des Fab Labs, on le fera. Il restera à inventer la manière de les accompagner. Mais la question est centrale, je n'en disconviens pas, puisque je parlais des CDI. Les CDI, il y a un professeur de documentation hein, qui est là. Bon, si on va accueillir nos élèves dans les Fab Labs, il faudra bien qu'il y ait des ressources humaines. Eh bien, nous verrons comment organiser cela quand les Fab Labs seront montés. Et il faudra bien résoudre cette question. Je suis Jean-Claude Routot des Lazaristes à Lyon. Je voulais vous demander, j'avais deux questions en fait. Il y avait une question par rapport à l'informatique, parce que vous disiez qu'il y avait des gens qui vont être agrégés, qui vont avoir le CAPET. On n'a pas créé l'agrégation encore. Mais elle va exister, j'imagine. Et donc après, moi j'enseigne l'informatique depuis longtemps, ça veut dire que ces gens-là vont arriver, qui vont me dire, ben, va-t'en, je vais prendre la place parce que moi je sais faire. Je vous dis la question Comme j'aimerais que vous ayez raison. Ben, ça veut dire qu'on aurait pléthore de ressources humaines. Alors je le dis de manière plaisantée, en plaisanterie évidemment, je ne souhaite pas du tout qu'on vous pique votre boulot, on a besoin de vous, c'est sûr. Mais plus sérieusement, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ne croyez pas que le nombre de postes, ça va être une déferlante au CAPES. Hein. Ne croyez pas ça. De combien de postes on va parler, à votre avis? Oui, on va être, allez, dans le meilleur des cas, quelques dizaines, mais dans quelques dizaines, à mon avis, moins que la main, hein, que le nombre de la main. Donc ça ne va pas être du tout la déferlante de profs d'informatique qui va se déverser sur notre système éducatif. Et donc, vous aurez toujours toute votre place. Et quand je vous disais, et encore une fois, je vous remercie pour la question, investissez-vous dans la maîtrise de l'informatique, c'est nécessaire à la discipline, allez-y. Et les heures, vous les aurez. Hein. Enfin, elles seront de plus en plus nombreuses. Donc, je ne crois pas que la question de vous faire piquer votre service est d'actualité. J'avais une deuxième question aussi, c'était par rapport au programme de classe préparatoire qui risque de changer après la réforme du lycée. Et jusqu'ici, quand je suis en TIP avec mon collègue de physique, j'ai des différences notables sur la conception. Vous pensez que je vais faire peut-être une fixation dessus? Et si des choses comme ça disparaîtraient, je ne vois pas la différence tellement que j'aurai avec mon collègue de physique. C'est ça qui m'inquiète aussi. Qui a parlé de disparition de conception, je vous dis, je fais une obsession peut-être. Ma sensibilité, si vous l'avez entendu, est peut-être un peu le contraire. C'est-à-dire que je pense au contraire qu'il faut maintenant, avec les outils dont on dispose, matérialiser quand on le peut les idées créatives qui seront celles de vos élèves et de vos étudiants, et notamment en TIPE. Alors moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je pense que
qu'au contraire, les démarches de matérialisation vont plutôt se majorer par rapport aux pratiques existantes aujourd'hui. Mais pas, encore une fois, sur des solutions qui auraient l'ambition de reproduire des gestes ou des productions industrielles. Ce n'est pas du tout ça. Donc, et en même temps, nous ne souhaitons pas non plus, dans les programmes, on se bat un petit peu avec la banque pétée, vous le savez. Je ne souhaite pas non plus dans les programmes refaire 1000 fois ce qui a été fait 1 million de fois. Et pour être un peu caricatural, refaire des montages en O ou en Y de roulement à billes. Ça ne nous intéresse pas. Pardon, je suis un peu dur dans mon expression. Un ingénieur, ça doit inventer quelque chose qui n'existe pas. Un bon ingénieur, on ne lui demande pas de refaire. On n'a pas besoin de lui pour refaire ce qu'on sait faire. Ce qu'on veut d'un ingénieur, c'est qu'il soit capable de nous proposer une solution innovante à un problème inédit. Et ça, on a besoin de créativité. Bonjour, Laurent Echbar de Strasbourg. Dans le programme de SI de Prébac, dans la compétence innovée, il y a un nouveau terme qui est apparu, c'est design. Il y a un terme que j'arrive pas à retrouver, c'est éco-conception. On parle beaucoup de conception comme quelque chose de vieillot, mais pourtant l'éco-conception, l'approche avec développement durable de l'éco-conception qui se fait beaucoup en STI 2D, j'espérais qu'elle s'imposerait à tous les niveaux de l'enseignement de la SI, que ce soit en première terminale SI, mais aussi en CPGE. Est-ce que c'est un oubli dans le programme ou est-ce que c'est ce qui se cache derrière le nom design et innovation? Est-ce que vous espérez une autre seconde que je vais vous dire là, froidement, on a oublié quelque chose? Non, mais peut-être que c'est le terme de design qui englobe l'éco-conception. Donc, n'ayez aucun espoir sur l'expression d'un quelconque oubli dans ces programmes. Alors, je vous invite à le relire un peu plus finement. Alors, je ne connais pas par cœur, même si je le connais bien. Il y a associé à design un terme, je crois que c'est de l'éco-design responsable. Alors, on vérifiera le terme, peut-être qu'on peut le vérifier très, très, très rapidement. Mais évidemment que cette préoccupation-là est au cœur des préoccupations de la formation d'ingénieur et de manière très sérieuse, c'est une préoccupation de l'ingénieur. Un ingénieur demain, on n'a pas parlé de la compétence de communication. Et un ingénieur demain c'est enfin aujourd'hui même, est quelqu'un qui se préoccupe absolument de l'environnement. C'est une question absolument centrale. Et une bonne solution, si elle est mauvaise pour l'environnement, est mauvaise pour tout le monde. Et donc, bien évidemment, qu'on n'évacue pas cette question-là et qu'elle sera présente en tous les cas dans nos programmes. Si elle n'est peut-être pas assez explicite, on la rendra dans ce cas-là plus explicite dans sa volonté, dans des documents d'accompagnement. Je ne sais pas quel est le terme qui a été retenu. Je n'arrive pas à avoir la connexion Internet. Bon, ouais. Si, vous verrez, il y a un petit terme. Monsieur le doyen d'inspection générale, cher Samuel, merci pour cette présentation qui, je n'en doute pas, aura éclairé et répondu à certaines interrogations. J'ai quand même quelques questions. Pourquoi quand même? Parce que tout n'a pas forcément été dit ou en tout cas été évoqué, et du coup quelques précisions. Je m'interroge sur, pour revenir sur l'informatique, aujourd'hui on a une agrégation de S2I qui est option ingénierie informatique, qui est la seule agrégation d'informatique. Voilà. La création du CAPES pour 2020, on peut imaginer effectivement une agrégation d'informatique qui a priori d'ailleurs ne portera même pas ce nom, qui serait plutôt numérique et sciences informatiques selon mes informations. Ouais. Quelle place va conserver cette agrégation de S2I option ingénierie informatique? C'est le premier point. Et puis le deuxième point, ces enseignants qui vont être recrutés, effectivement, donc ça sera nos collègues. Donc je partage l'avis qu'ils ne doivent pas prendre une partie de notre service, puisque on a tout notre rôle à enseigner l'informatique. Mais finalement, ils vont pratiquer une informatique différente de celle qu'on pourrait mettre en place, ou qu'on met déjà en place dans l'enseignement de sciences de l'ingénieur, et notamment classe préparatoire, mais aussi au cycle terminal. Ces enseignants, donc ils vont dispenser des savoirs, savoir-faire et des compétences spécifiques à l'informatique. Est-ce que, notamment pour les futurs agrégés, la question de nos collègues,
est-ce qu'on en a réellement besoin dans le système des classes préparatoires? Je m'explique. Le système des classes préparatoires, on dit, on promeut même ça, que c'est un aspect pluridisciplinaire, que ce qui est important, c'est toutes les disciplines scientifiques, et ils doivent vivre ensemble. Et on a l'impression que cette informatique arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, un peu déconnectée finalement de toutes les autres disciplines scientifiques. Et ma crainte, c'est que si ces enseignants arrivent, recrutés sur un concours, ils vont dispenser des choses dont on n'a pas besoin dans notre système de classe préparatoire. Les écoles se sont exprimées, et notamment pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure à Laurent Champagné sur la création de la MPI. Il a clairement dit, les écoles ne veulent pas spécifiquement des profils mathématiques et informatiques. Ils n'en veulent pas. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de créer, finalement pour résumer ce que je viens de dire, est-ce qu'on n'est pas en train de créer ou promouvoir, est-ce que l'inspection générale de STI ne promeut pas finalement des concours pour lesquels on ne sait pas trop où ils vont intervenir ces enseignants? Alors moi, j'ai une idée quand même assez précise où la question est complexe. La première partie est très claire. Moi, je ne souhaite pas remettre en cause l'option ingénierie informatique de l'agrégation sciences de l'ingénieur industriel. Pourquoi? Mais parce qu'elle s'accompagne de tout le package de compétences dans le domaine des sciences industrielles. Est-ce qu'on va mettre un pur informaticien en BTS système numérique? Est-ce qu'on va mettre un pur informaticien en BTS électrotechnique? La réponse est non. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas... D'abord, on parle de capétiens dans un premier temps. Naturellement, on peut penser à l'agrégation. Ils ne seront pas compétents pour enseigner dans l'enseignement supérieur technologique. Et donc, il y a parfaitement vocation à maintenir cette option-là associée au tronc commun des sciences de l'ingénieur, au très haut niveau, qui est celui de l'agrégation, mais c'est vrai aussi au niveau du CAPET. Donc on maintiendra ces formations au niveau du CAPET. Mais c'est également vrai pour les sciences de l'ingénieur dans votre enseignement. Il ne faudrait pas confondre justement, nous, cet ancrage qu'on a avec les sciences de l'ingénieur, où on a une informatique qui est au service des sciences de l'ingénieur, moi je l'accepte complètement, c'est le sens de l'option. Et puis une informatique qui a son propre propos et qui effectivement ne concerne pas notre enseignement. Ne concerne pas notre enseignement. Et en revanche, et c'est là où sans doute on est en différence depuis très longtemps, et moi je le disais depuis très longtemps, ça me paraît inévitable de créer cette discipline informatique. Parce que les enjeux mondiaux sont quand même très ancrés sur notre capacité à produire de l'intelligence en informatique. Je peux vous dire que alors c'est vrai qu'on n'est pas d'accord, on ne se mettrait pas d'accord aujourd'hui là-dessus, mais je peux vous dire que nos amis américains ou de l'Asie ou en Israël ou en Allemagne, ils ne nous ont pas attendus sur l'informatique. Hein. Alors si on veut les regarder faire, ok. Nous, on continue à paramétrer des systèmes de l'ingénieur, on sait très bien le faire, mais on va louper cette aventure extraordinaire de l'informatique pour l'humanité. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on y aille. Et j'ai pesé dans ce sens. Une seconde question. Plus spécifiquement aux sciences de l'ingénieur maintenant. Les programmes, on sait qu'ils ont une durée de vie courte. Voilà. Comparable au temps politique. J'aimerais savoir, finalement, il faut toujours prendre de l'avance. Et tu l'as dit, si on n'avance pas, finalement, on va au musée et on est mort. Du coup, si on part de ce postulat, on aimerait bien connaître la vision de l'inspection générale de STI, mais peut-être que le terme va changer. Du coup, pas dans les 5 ans, ni dans les 10 ans, mais dans les 20 ans. Merci Sébastien. C'est juste que aussi, il y a plein de jeunes dans notre association et ils vont travailler pendant 40 ou 45 ans. Et du coup,
Ce qui se met en place là, de toute façon, on le mettra en place et tout le monde y participera. Mais ce qui est important, je pense, c'est une excellente question. Voilà, c'est vers quoi on doit aller et quelle est la vision de l'inspection générale de STI. Et j'ose imaginer que toutes les disciplines se posent la question, c'est qu'est-ce qu'il y aura dans 20 ans? C'est une question très profonde. Évidemment, on a tous fait, et comme pilote d'écriture, comme pilote d'un groupe d'experts pour écrire des programmes, on a tous, et je crois que tous les pilotes ont eu, ce moment un peu, comment vous dire, un moment quand même d'interrogation personnelle. Qu'est-ce qu'il faut apprendre aux jeunes générations? Et puis, on va faire les malins, on va se lever un jour, et puis on va dire, comme ça, on écrit quelque chose. Non, la question est très profonde. Et la question est très prospective, donc ma réponse va être assez prospective aussi. J'espère que je ne choquerai personne d'entre vous. Je pense que la couche matérielle ne cessera de reculer. Alors, nous ne sommes pas tous à penser cela. Il faut que j'ai l'honnêteté de dire que, dans les quelques échanges que j'ai avec certains collègues sur ces questions, d'autres pensent qu'au contraire, la question des matériaux va devenir de plus en plus forte parce qu'on aura besoin des structures. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que la couche matérielle ne cessera de reculer. Je pense que la couche d'intelligence embarquée dans le système ne cessera de progresser. Et je pense aussi que les questions d'éthique pour nos ingénieurs ne cessera de se développer. Aujourd'hui, nous acceptons probablement encore un certain nombre de choses de la part des ingénieurs que nous n'accepterons plus demain. Autrement dit, pardon parce que c'est très prospectif, mais c'est dans 20 ans. La vision des sciences de l'ingénieur, c'est cela. C'est une vision dans laquelle on a de plus en plus d'intelligence encapsulée dans les systèmes, où la question de la matière aura probablement reculé, même si, comme le disent mes collègues, il faudra quand même mettre un petit peu de ferraille pour aller sur Mars, certainement, je ne dis pas le contraire, mais principalement aussi les questions d'éthique et de communication. Et la capacité qu'aura un ingénieur demain à embarquer une équipe de manière éthique pour promouvoir des solutions responsables pour l'environnement et pour l'avenir de nos enfants, ça fera partie d'une vertu très forte qu'on devra commencer, me semble-t-il, à ça être très tôt chez nos élèves. Merci Laurent. J'avais une deuxième petite question associée à la première de tout à l'heure. Dans le dernier conseil d'administration de notre établissement, on nous a fait comprendre que si la spécialité physique n'était pas en parallèle de la spécialité SI en terminale, en première, la spécialité SI ne pourrait pas être poursuivie en terminale à cause des 2 heures de physique. Donc, par exemple, si un élève, puisqu'ils ont le choix, choisit maths, SI, NSI, de ce que nous a dit notre chef d'établissement, mais c'est en gros c'est un peu fumeux et c'est pour ça que je vous pose la question. C'est est-ce que si un élève prend maths, SI, NSI, il sera obligé de prendre maths, NSI en terminale, ou est-ce qu'il pourra prendre quand même maths, SI plus les 2 heures de physique? Je ne vais pas répondre, je vais répondre de manière un peu plus générale sur la philosophie de la réforme. La pensée du ministre est de substituer, alors je ne pense pas à la place du ministre, mais dans son expression, c'est très clair, c'est de substituer à une logique de filière qui avait tendance à enfermer des élèves, parfois dans des filières dont ils ne voulaient pas. Bon, ce serait un peu grave parfois de parler de souffrance scolaire, mais il faut parfois en parler. Je ne suis pas absolument certain que dans les 250 000 jeunes qui faisaient l'ES, tous aient une appétence démesurée pour les sciences. Donc, la volonté, c'est d'offrir à la jeunesse de ce pays des formations qui correspondent mieux à leurs attentes. Autrement dit, de substituer la logique de filière à une logique de parcours. Et là-dessus, la demande, elle est claire pour les chefs d'établissement. Alors, même s'il y a un principe de réalité, c'est offrir le maximum de liberté aux jeunes gens qui entrent en première et en terminale. Le maximum de liberté. Alors après, évidemment, il y a des contingences matérielles, des problèmes de structure, il faut intégrer ça dans une réalité. Mais le souhait est de libérer ces choix-là. Parfois, ils nous surprendront. Par exemple, est-ce qu'il faut accepter qu'un jeune prenne par exemple,
sciences de l'ingénieur, mathématiques, histoire. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Si quelqu'un justement a déjà très tôt une sensibilité qui s'intéresse, puisqu'on parlait d'éthique, il y a des choix qui initialement peuvent nous paraître un peu curieux et qui à la réflexion ont du sens. C'est plutôt ça que la responsabilité, moi me semble-t-il, des acteurs éducatifs, c'est d'accompagner les élèves dans des requêtes qui ont un vrai sens et qui résonnent avec leur propre projet, mais en évitant évidemment ce qui peut être parfois un peu n'importe quoi. Ça existera sans doute aussi. Mais en tous les cas, l'idée n'est pas a priori de verrouiller les choix et encore moins d'interdire. Une dernière question. D'ailleurs, éduquer, ce n'est pas interdire, je le dis assez souvent. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur l'inspecteur général, pour votre intervention. Moi, j'ai une dernière question très pratique. Vous avez parlé beaucoup. On a beaucoup. Je suis Loïc Philippotto et je suis enseignant au lycée Bellevue à Toulouse. Et on a beaucoup parlé d'informatique, on a parlé d'agrégation de SI, options informatique. Moi, je me pose la question, vraiment de la cohabitation dans le lycée, par exemple, avec cette création de la filière, de la spécialité NSI. Est-ce que, par exemple, à l'échelle locale de notre lycée, le proviseur proposait un co-enseignement entre un enseignant de SI physique et un enseignant de maths? Comment vous voyez cette interaction au sein de cette discipline-là? Vers quoi on doit tendre? Est-ce que vous parlez des sciences de l'ingénieur au cycle terminal du lycée? Non, je parle des NSI. Des NSI. Sur les NSI, je ne. Alors, comment vous voyez l'interaction des disciplines? Enfin, la NSI, il y en a une à part entière, mais comment vous voyez l'interaction des enseignants et l'interaction des différents apports de chaque enseignant? Comment ça doit se mettre en place à l'échelle locale? C'est une question extrêmement vaste aussi que vous posez. L'expérience que j'en ai, c'est que lorsqu'on n'installe pas dans les structures, dans les services, dans les grilles horaires, pour être tout à fait, l'expérience montre que lorsqu'on n'installe pas dans les grilles horaires la possibilité de co-intervention, celle-ci ne se fait pas. Nous l'avons vu. Alors, s'il y a un champ où moi je m'étais vraiment investi, c'était sur le projet des sciences de l'ingénieur comme inspecteur d'académie à l'époque, pour faire vivre un projet de sciences de l'ingénieur avec une autre discipline. Et là, je peux vous dire qu'on imposait aux enseignants. On a vraiment, vraiment ramé. Dès qu'on a tourné le dos, les choses sont tombées parce qu'elles se faisaient, parce qu'on était très, 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 très proactifs. En EGLS, l'enseignement général, il y a la spécialité de la voie professionnelle. Il y avait également la volonté de faire intervenir conjointement de l'enseignement professionnel et de l'enseignement général. Ça n'a pas fonctionné. Où est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne dans les STI 2D où on a un co-enseignement de langue et d'enseignement de spécialité qui sont inscrits dans les grilles horaires. Et je pense que nous avons progressivement, et c'est très difficile à faire, a énormément progressé pour que ces co-interventions, qui sont inscrites dans le dur sur la voie pro maintenant, puissent s'inscrire en dehors de cette obligation structurelle. Alors, et là, pour l'instant, la balle est plutôt dans votre camp. Tout à fait honnêtement, je ne veux pas vous renvoyer ça et me défausser de la question, mais c'est aux équipes de construire une proposition. Et pour faire vivre ce co-enseignement, moi, je crois beaucoup à la stratégie de projet. Si on se réunit en disant, bon, alors qu'est-ce que tu fais sur l'équation différentielle? Je te donne un exemple, voilà, le ralentissement d'un disque inertiel. Ça fonctionnera pas très bien. Dans le meilleur des cas, vous synchroniserez, ce qui est déjà bien, vos progressions pédagogiques, les contenus. Mais en ce qui concerne, si vous voulez faire vivre vraiment dans un espace, dans un même lieu, des enseignements, ce qui est fédérateur, parce qu'on aura besoin de fédérer, c'est de réunir les gens autour du projet. Et donc, moi, je crois beaucoup à cette pédagogie de projet. Et cette pédagogie de projet, je ne cache pas qu'on a l'ambition de la développer autant que ce sera possible. Merci, monsieur l'inspecteur général, pour votre venue. Votre intervention, le temps que vous avez passé pour répondre à nos diverses questions et cette mise en perspective que ça nous a permis.
On va laisser maintenant la parole à Sébastien Gergadier pour donner la vision de l'UPSTI sur la réforme du lycée et des CPGE.